Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Que des numéros agiles. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une chef d'entreprise que j'adore, que je lis depuis des mois sur LinkedIn. J'ai l'honneur de recevoir Elisabeth Doyle. Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes, I'm Elizabeth from the United States. Donc, je suis née aux États-Unis et j'ai vécu 10 ans en France avant de partir en Italie, où je vis actuellement. Je suis la fondatrice d'Aves Formation, un centre de formation, du coup, qui propose des formations en langue bureautique et management. Et je suis aussi maman de 2 petits garçons italiens, américains, qui me rendent dingue des fois. Mais on ne s'ennuie pas, on va dire. Ouais, je te remercie de venir dans le podcast. Donc là, t'as bien résumé, t'es chef d'entreprise, t'es maman, t'as quitté ton pays pour venir à l'étranger. Ouais, t'as une expérience de dingue, hein, ça c'est sûr. Ok, bah écoute, je vais te lancer un peu sur le thème du podcast. Je vais te demander, en tant qu'Elisabeth, en tant que chef d'entreprise, comment tu crées la cohésion d'équipe dans ton entreprise? Je pense que c'est un gros challenge, en fait. Et depuis le Covid, on est en hybride, dans le sens où on a des personnes qui sont dans les locaux tous les jours, d'autres qui sont en full remote, et encore d'autres qui font un peu des deux. Et quand on était tous en présentiel, c'était facile de se voir, manger ensemble, boire un café, même sortir parfois. Mais à distance, c'est un peu plus, je sais pas si je dirais difficile, mais ça demande d'innover un petit peu. On ne peut pas faire comme on faisait avant. On est obligé de chercher d'autres idées et de tester de nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire avant. Donc, c'était ça un peu le constat au début. Le Covid et puis mon départ en Italie, parce que gérer une entreprise à distance, c'est aussi un challenge, on va dire. Donc, on a décidé déjà de faire une sorte d'enquête, d'échanger avec l'équipe, de poser des questions, de demander des avis, des idées, etc., de ce qu'on pouvait mettre en place. Et puis, on a mis en place quelques routines et quelques activités qu'on fait ensemble chaque semaine. D'accord. Donc là, tu me dis qu'avant, vous étiez tous dans les bureaux. Après le Covid, vous êtes passés en remote. Ah, c'est génial, hein, que tu as demandé l'avis des personnes d'entreprise pour savoir comment s'organiser. Hein. Vous êtes combien, en fait, à peu près? On est une dizaine de personnes en salariés et on travaille aussi avec une trentaine de formateurs en freelance. Donc, ça permet, on va dire, d'avoir des experts dans chaque domaine. Comme on propose un large panel de formation, on travaille avec des formateurs qui ont de l'expérience et des compétences dans leur domaine. D'accord. Et tes bureaux, ils sont où? Ils sont en France ou ils sont en Italie? En France, à Saint-Étienne. Ah, Allez d'accord. les Verts. Allez les Verts, oh là là. Déjà que moi, en tant que Marseillais, j'ai perdu mon auditoire avec les supporters de Paris Saint-Germain. Là, je vais perdre les Lyonnais.
D'accord. Et ok, bah vas-y, explique-moi un peu quelle routine vous avez fait suite à votre enquête, parce que j'imagine il y en a encore qui vont au bureau, il y en a qui sont en remote. Comment ça se passe, Elisabeth? Bah, j'ai envie de dire déjà dans un premier temps que c'est pas parfait. Donc, je suis là pour partager notre expérience et dire surtout qu'on teste des choses en permanence. Donc, rien n'est figé et c'est ça l'essentiel et c'est ça l'agilité aussi, on va dire. On va toujours tester des choses, prendre des feedbacks, voir ce qu'on peut améliorer ou changer, etc. Donc, déjà des choses toutes simples. On a sur Slack un petit canal Kudos pour notre Kudos Friday. Et tous les vendredis, on envoie des kudos, on va dire des remerciements à l'équipe. Ça peut être un truc genre merci pour ton aide sur ce dossier ou bravo pour ton épisode de podcast qui était trop bien. Ça dépend. Chacun est libre de faire à sa manière. Et sinon, on a aussi le canal Monday Mood. Où lundi, on partage un peu des news du week-end, des photos, des blagues, etc. sur ce canal. Donc ça, c'était, on va dire, la première étape pour apporter un peu plus de fun sur le Slack, qui reste quand même un outil de travail où quand on voit les notifs, on dit est-ce que je peux dire merde? Non, merde, j'ai encore notre truc à faire, etc. pour que ce soit pas juste un to-do list, mais aussi un moyen d'échanger avec les autres personnes de l'équipe. D'accord. Donc Slack, je rappelle, hein, c'est un outil de discussion en ligne. Donc un peu comme Google Chat, Discord, c'est Slack qui est utilisé. Hein. Ok, nous aussi on utilise Google Chat aussi pour discuter avec les gens de l'équipe. Et on a fait comme toi en fait. On a créé des channels, parce que moi aussi je suis leader d'une équipe d'une dizaine de personnes, de développeurs. Et oui, on a créé des espaces de discussion où il y a des espaces où on partage un peu sur demande d'aide sur un sujet technique. Il y a d'autres channels où on a comme toi, on a un channel où il y a des blagues, où il y a des on sort aussi le ressenti. Donc ça c'est cool. Ok, t'as fait ça, mais t'as des gens qui viennent au bureau? Comment ça se passe? Oui, il y a quand même des gens au bureau. Moi, j'y vais rarement. La dernière fois, c'était au mois de mars, je crois. Et il y a quand même des personnes qui y vont tous les jours, qui veulent venir travailler en présentiel tous les jours. C'est leur préférence personnelle. Ça me conviendrait pas à moi, personnellement, parce que le télétravail, pour moi, c'est la best life. C'est trop bien. J'ai pas du tout envie de faire un trajet tous les jours, de me rendre dans les locaux, de souffrir un peu de l'open space, du bruit, des odeurs, de tout ce qui va avec. C'est pas du tout mon truc. Mais c'est le truc d'autres personnes. Et ils ont cette possibilité-là de venir au bureau et travailler ensemble. J'adore ce que tu dis, Elisabeth, parce qu'en fait, tu le dis entre les lignes, mais en fait, t'as donné le choix, en fait. T'as donné le choix aux gens de ton entreprise, à tes salariés. Remote ou venir. C'est sur votre choix, c'est ça? C'est ça. Ça fait un peu peur dans un sens de dire, OK, j'ai ces bureaux-là, mais j'y vais jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont prendre soin de l'espace? Est-ce que ça va être le bordel si j'y vais jamais, je vois pas ce qui se passe, etc. Est-ce que ça va créer deux camps? Donc, ça fait un peu peur, mais finalement, je ne regrette pas ce choix parce que je vois à quel point c'est important pour certaines personnes. D'accord. En fait, là, t'as donné un peu l'autonomie aux gens de ton équipe. Et attends, mais là, en tant que chef d'entreprise, tu leur files les clés, là. Tu leur files les clés. Je sais même pas si j'ai une clé quelque part. Non, mais dans le sens où, en fait, tu leur fais confiance. Comment t'as généré ça parce qu'à mon avis, ça s'est construit de jour en jour, de semaine en semaine. Comment un peu t'as construit un peu cette confiance? Parce qu'on va se dire les choses, Elisabeth. Moi, je connais plein de gens, ils ont peur de leur chef, et encore plus d'un dirigeant d'entreprise. Comment un peu t'as généré cette confiance pour que les gens adhèrent à ton idée? Autonomie, tu t'es pas dans le micromanagement, en fait. Pas du tout. Après, on utilise des outils qui me permettent de voir ce qui se passe. Donc, je suis pas là dans les locaux, mais je pense que j'ai plus de visibilité que certains managers ou chefs d'entreprise, même si leur équipe travaille juste à côté d'eux.
Quand on maîtrise des outils, quand on a des dashboards, des objectifs, des KPI, etc., on ne regarde que l'essentiel et c'est ça qui compte. C'est pas l'acte de présence et de dire ok, je suis rassurée, tout le monde travaille parce que je les vois, ils sont là, donc je sais qu'ils travaillent. Bah, c'est faux. Donc il n'y a pas de différence entre être en présentiel ou être à distance. Ce qui fait la différence, c'est les outils et la façon de travailler et la façon de suivre le travail, de suivre l'avancement et les objectifs et pas juste faire l'acte de présence. D'accord. En fait, là, tu es en train de me dire que tu as des outils qui te permettent justement de pas tracer le nombre d'heures passées au bureau ou de travail, mais plutôt en termes de résultats et d'objectifs. C'est ça que tu es en train de me dire, en fait. Oui, c'est ça. Genre un truc... Tu peux nous donner un exemple? Un exemple simple? Oui, par exemple, sur HubSpot, notre CRM, je vois toute l'activité commerciale. J'ai des dashboards, je peux voir les appels passés, les appels manqués. Si on a manqué un appel et on n'a pas rappelé, je vois le chiffre d'affaires, je vois les devis, les transactions. J'ai des dashboards par personne, par type d'offre, d'activité. J'ai beaucoup de données grâce à ça. Et on a parfois des automations avec Slack. Donc, je vais voir une notif. Un tel a signé un deal où il s'est passé ça. J'ai un peu de visibilité sur ce qui se passe, quand même. D'accord. Ok, donc tu as des outils qui te montrent un peu les résultats et l'avancement sur les objectifs. Ça, c'est bien, mais ça permet aussi justement de le partager avec ton équipe. J'imagine que ces outils-là, ils sont partagés à tout le monde, en fait. Tout le monde a accès, non? Oui, oui. Tout le monde a accès à ces dashboards. Tout le monde peut voir le chiffre d'affaires, les devis envoyés. Tous ces dashboards sont là à disposition. D'accord. Donc vous êtes vraiment dans la transparence, même dans les outils, hein. Et comment vous faites pour justement vous améliorer, pour justement discuter de ces chiffres, vous améliorer? Vous avez des rituels, vous avez des routines, comment ça se passe? Ça, c'est un prochain défi pour moi, je pense, parce que même si tout le monde a accès à ces chiffres, tout le monde n'est pas forcément capable de les interpréter. Que peut-être que, je sais pas, quelqu'un qui est plus dans la formation, qui va animer ses formations d'anglais, par exemple, va peut-être pas comprendre toutes les données sur les dashboards HubSpot. Forcément, c'est normal, genre, on ne peut pas être bon de partout et tout comprendre et tout connaître. Donc, j'aimerais bien mettre en place une sorte de, comme j'ai pu voir dans d'autres boîtes, des réunions un peu Ask Me Anything, où peut-être une fois par mois, je vais expliquer, OK, voici ce qui s'est passé sur le mois. J'essaie d'expliquer ça de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse poser des questions. Donc ça, c'est une idée pour la rentrée. D'accord. Ouais, en fait, vous êtes en amélioration continue, en fait, tout le temps, en fait. J'essaie. C'est dur parce que j'avoue que je me sens jamais satisfaite de mon travail parce que je me dis il y a toujours des choses que je peux améliorer, que je peux changer, que je peux mettre en place et qu'on doit sortir en permanence de sa zone de confort en fait. Qu'il n'y a pas un stade où on se dit ok maintenant c'est bon, tout roule et on n'a plus rien à faire. Et j'imagine justement, les personnes de ton équipe, ils partagent la même vision que toi. Ils sont synchro avec ce que tu dis, hein. Vraiment sur l'amélioration et aussi le partage. Il y a beaucoup d'entraide entre eux. Je pense que c'est important aussi qu'on voit, si on voit qu'une personne galère, alors que nous, de notre côté, on a peut-être un peu de temps, un peu moins de choses à faire selon les périodes, qu'on puisse aider l'autre personne, quoi, qu'on ne laisse pas une autre personne en difficulté, parce que on est une équipe et on est tous dans le même bateau. Ouais. Et les gens, quand ils sont en difficulté, c'est facile pour eux de demander de l'aide? Comment ça se passe? Je pense que ça dépend aussi des caractères des personnes et depuis combien de temps ils sont là, s'ils font confiance, etc. Donc, on essaie vraiment de créer cette ambiance, cet espace de confiance. Des personnes de l'équipe me font part de leurs difficultés professionnelles, mais aussi personnelles. Par exemple, des jeunes mamans dans l'équipe. Je comprends très bien les problématiques, les contraintes de la maternité. Et par exemple, quand il y a une maman qui me dit
mon fils est malade, je dois rester à la maison aujourd'hui. Pour moi, c'est OK, pas de souci, bon courage, et c'est tout. Il n'y a pas de culpabilité supplémentaire par rapport à ça. Que je sais que la vie personnelle est plus importante que le travail. Et sa personne est toujours plus importante que l'entreprise. Si on a des problèmes de santé, si on a des problèmes familiaux, etc., c'est normal qu'on ne puisse pas être 100% performant au travail. En fait, là, ce que tu fais là, c'est d'avoir du feedback du terrain. Ça veut dire que ok, t'es chef d'entreprise, t'as le maximum de pression, mais du coup, tu te dégages du temps justement parce que là, on dirait que t'es super accessible en fait. T'es super accessible et les gens, tu te donnes du temps justement dans ton agenda pour prendre du temps, pour avoir du feedback des personnes de ton équipe, c'est ça? Oui, c'est, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que j'ai du mal aussi à gérer ça, en fait. Parce que c'est important de donner du temps, mais j'ai du mal, moi, à poser des limites parfois et dire, OK, j'ai pas le temps pour ça parce que j'ai autre chose à faire. Ça dépend un peu des moments, des projets en cours, etc. Mais j'essaie un maximum de prendre le temps et je sais que souvent quand on a un point prévu en one-to-one avec une personne, il y a forcément une grande partie du personnel, en fait, où on va partager nos news, nos challenges du moment. Il y a toujours cette partie-là en premier avant de parler du travail. Je suis content de ce que tu partages, Elisabeth, parce que c'est pas facile de parler de soi et aussi parler du personnel. Moi, je suis un peu comme toi en fait, Elisabeth. J'ai pas la recette magique pour justement fédérer et bâtir une équipe sur le long terme. Si tu trouves la recette magique, tu me diras. Je suis comme toi, j'essaie de m'améliorer chaque semaine et chaque mois. Moi, le truc que je vois qui marche, c'est justement de connaître les gens. De connaître les gens, connaître leurs contraintes et de connaître un peu leur vie. Je veux pas aller plus loin sur des choses vraiment trop perso. Par contre, comme toi, je sais si sont parents, je sais qu'ils ont des contrats avec des enfants. Je connais le nom de leurs enfants. Je connais le nom des héroïnes ou des héros des dessins animés de leurs enfants. Je connais aussi s'ils préfèrent les pizzas ou les burgers. Donc, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je trouve que c'est important en fait de connaître un peu les personnes justement pour performer. On a toujours l'image de l'équipe de foot. On a à faire des passes à ton coéquipier les yeux fermés. Moi, j'adore cette idée-là. Et pour arriver à là, justement, il faut connaître les gens. Il faut créer des moments d'équipe. Et du coup, vu que vous êtes un peu à distance et un peu en présentiel, vous avez quoi comme moment d'équipe? Vous avez je sais pas, vous avez des pauses café ou des apéros à distance ou même des fois sur place? Comment ça se passe? Oui, à distance, on fait des petits cafés virtuels chaque semaine où on discute, pareil, un peu de tout ou de rien. Et on fait aussi chaque semaine ce qu'on appelle un walk and talk. On a un petit créneau de 30 minutes tous les vendredis où on se retrouve sur sur Google Meet. Donc soit genre parfois on est fatigué de l'écran, donc on a juste le son, on va dire, pour discuter. Sinon il y a d'autres qui restent avec la caméra et on sort s'il fait beau, chacun chez soi ou ceux qui sont dans les locaux, etc. On sort et on marche pendant une demi-heure et on discute ensemble. Souvent de nos projets pour le week-end, comme c'est un vendredi. Donc, on parle un peu de ce qu'on va faire, des news, de comment ça se passe, etc. Et ce qui est cool pour ça aussi, c'est qu'il y a une personne qui est en congé parental depuis plus d'un an maintenant. Et elle nous rejoint aussi pour le walk and talk, parce que ça lui plaît. Donc, parfois, elle est avec sa fille dans la poussette, etc. Et on discute ensemble. Et ça me fait plaisir parce que c'est cool. Et elle m'a remercié aussi pour ça de l'avoir invitée quand même si elle est pas là. Ça permet de garder un peu le lien avec l'équipe et apprécier ce moment. Sinon, on fait aussi du yoga, mais c'est pas un truc qui plaît forcément à tout le monde. Donc, on est un petit groupe qui fait du yoga 2 fois par semaine aussi en visioconférence avec un coach. Donc ça, c'est cool. Sinon, en présentiel, on a fait un team building ensemble en mars
avec tout le monde. Et je pense refaire quelque chose en septembre avec tout le monde. Et sinon, ceux qui sont dans les locaux plus régulièrement, même si c'est tous les jours, ou ceux qui viennent que de temps en temps, ils organisent aussi entre eux parfois des repas. Qui est sur Saint-Étienne cette semaine-là? Est-ce que vous voulez manger ensemble? Est-ce que vous voulez faire un after work, etc. Eh ben Elisabeth, je vais être honnête avec toi, je suis bouche bée. c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien ce que t'as installé. Et comment ça t'est venu justement le yoga? T'as embauché un coach à distance et Ouais. comment ça t'est venu? Parce que tu faisais déjà du yoga à la base, c'est ça? Et après tu t'es dit pourquoi pas le partager aux équipes? Alors, pas du tout. Je vais partager une histoire personnelle, mais en fait, j'ai vécu un burn-out et j'étais vraiment en difficulté personnelle. En fait, pendant une certaine période, j'arrivais plus à travailler ou à faire quoi que ce soit. C'était vraiment difficile. C'était après la naissance de mon deuxième enfant. Donc, c'était vraiment un mélange de tout, beaucoup de pression, je dormais très peu, j'en pouvais plus. Et j'ai commencé des séances avec une psychologue et elle m'a préconisé de faire du sport. Et je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'avais arrêté au sport. Depuis la naissance de mon premier enfant, j'avais arrêté au sport et ça me manquait. Mais en même temps, je lui disais, j'y arriverai pas, je peux pas sortir de chez moi, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Et elle a dit, pourquoi pas un truc à distance. Comme tu travailles à la maison, fais aussi un peu de sport à la maison. Seul, c'est difficile. Donc, j'ai cherché un coach parce que je me suis dit, comme ça, je le ferais vraiment. C'est pas comme les trucs, on prend des applications ou autres et on ne fait jamais. Ouais, Ou j'arrive jamais. j'ai un vélo d'appart qui prend de la poussière. Donc, j'ai commencé ça seule. Ça m'a fait tellement du bien. Et je me suis dit, il faut que je partage ça avec les autres. Parce que si moi je galère, je pense qu'il y en a d'autres qui galèrent aussi. Ouais, c'est génial. Franchement, je note, hein. Je sais pas si mon chef acceptera mais je note. Mais non, grâce à ce podcast, je pourrais dire, regardez, ça existe. Vraiment, c'est pas un investissement important pour l'entreprise. Un petit cours de yoga, ça coûte pas grand-chose. Genre, il y a une maman dans l'équipe qui m'a remerciée, mais plusieurs fois, et m'a dit, c'est le seul moment pour moi dans la semaine. Et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, il doit y avoir d'autres personnes comme ça, qui n'ont pas un seul moment à eux pendant la semaine, qui sont au travail, et puis à la maison, c'est les enfants, c'est non-stop, et c'est le chemin vers le burn-out, quoi. Ouais. Non, ouais, t'as beaucoup appris. Malheureusement, tu sais, ce genre, le burn-out, on le sent, hein, ça t'a marqué. Mais t'as essayé de dépasser ça et justement de réparer. T'as pris ta revanche, en fait. Et ce qui est bien dans ce que je t'entends, c'est que tu veux partager pour pas que d'autres personnes fassent comme toi. Et moi, je trouve ça super, hein. Je suis super que t'as partagé l'équipe. Et quand t'as partagé cette idée-là à l'équipe, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait folle. Non, ils savent que je suis folle déjà. On avait fait l'année d'avant des cours de sophrologie et de co-développement qui étaient sympas déjà. Donc voilà, ils savent que parfois je propose des choses un peu perchées. J'ai une amie, hein. J'ai une amie que justement j'ai rencontrée sur LinkedIn et depuis on s'entraîne. Et justement, elle est dans la respiration, dans le breathwork. Sarah Saïdi, elle aussi fait des sessions à distance. Et du coup, j'ai testé aussi. Moi, je suis pas du tout. Je suis comme les gens de ton équipe, moi, le yoga et tout. Enfin, en même respiration. C'est vraiment pas. Moi, je connais pas, tu vois. Enfin, là, tu vois derrière moi, les gens verront pas. Moi, je suis un geek. Je joue à la console et tout. Enfin, je connais pas tout ça. Et quand justement, elle m'a initié à ces séances de respiration et tout, ça m'a fait trop de bien en fait. Et tu te rends compte à quel point t'es parfois hyper crispé et que tu respires pas correctement et que ça a vraiment un impact sur ta mentale. C'est ça. Mais on ne sait même pas. C'est exactement ça. Et moi, j'étais comme toi, tu vois, j'étais tout le temps dans le bureau. Comme je suis un geek, j'ai 3 écrans. En fait, j'ai un super fauteuil de gamer. Enfin, là, je suis dans un faux confort. Et le fait justement que en journée, j'étais comme toi, je faisais tout le temps les réunions en journée et le soir, forcément, je jouais à la console. Super, merci Nintendo.
En fait, je me levais pas assez, en fait. J'étais tout le temps assis et je commençais à avoir mal partout. Et maintenant, tu vois, je me force à marcher, en fait. Je me force à marcher et je fais un peu comme toi, hein. Je l'ai pas encore démocratisé avec l'équipe, mais avec quelques personnes, j'arrive à le faire. Bah, des fois, on se fait des réunions en marchant. On Ah. me dit: «Bon, on arrête la caméra, de toute façon, on se Mmh. voit, on se voit plus que nos femmes respectives à un moment donné, c'est bon, on peut couper la caméra et bah, quand on a des réunions en one to one, on fait en marchant. Là, il y a le soleil, c'est super important. Mais ouais, Walk and Talk, tu as mis ça en place, génial. Sinon, si vous faites aussi un peu de marche, je vous conseille Freely. Ils organisent des défis de 10 jours avec plusieurs entreprises. Donc, vous faites une équipe par entreprise, etc. Et vous avez 10 jours pour faire autant de pas que possible. Et pour, je crois que c'est pour tous les 10 000 pas, ils plantent une arbre au Madagascar ou un truc comme ça. Donc, c'est un truc, on va dire, team building, défi d'équipe, mais en même temps écologique, etc. Really, c'est Attention, mon sympa. équipe, ils sont vachement dans la compétition, il y a beaucoup de jeunes. Si je leur dis de faire ça, ils vont y aller. Mais ouais, on le mettra ça dans la description du podcast. Ok, j'avais une dernière question à te poser sur ça. Bah, justement, quand on parlait de déconnexion, on est tout le temps connecté. Vous mettez des règles, bah, justement, au niveau des messages, comment ça se passe? Parce que moi, j'avais une fâcheuse habitude de toujours regarder la messagerie, même le soir, même le week-end. Est-ce que tu leur as dit, ok, le week-end ou le soir, on a le droit à déconnexion ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait assez naturellement dans le sens où nous, après 17 heures, en principe, il y a plus personne sur le sac. Le week-end, il y a personne sur le sac. Même si parfois, peut-être qu'on met un truc genre plutôt dans la veille, tu vas voir un post LinkedIn sympa, tu vas voir une landing page bien faite, tu vas vouloir partager un petit lien ou un truc comme ça. Peut-être qu'on va le mettre. Mais vraiment, genre, le Slack chez Aves est mort le soir et le week-end. Bah, de toute façon, je suis injoignable. Avec les enfants, je peux pas... le tunnel du soir, c'est c'est réel, ça existe vraiment. Et je suis injoignable et je ne cherche pas à joindre les autres après une certaine heure. En plus, on est tous dans le même time zone. C'est pas comme pour les boîtes où t'as des personnes qui travaillent un peu partout dans le monde, où t'as les fuseaux horaires différents. Là, je pense qu'il faut mettre en place certaines règles, mais nous, on n'a pas cette problématique-là. D'accord. Ok, Elisabeth, leur tourne. Est-ce que il y a un truc qu'on a oublié de parler pour la cohésion d'équipe à distance ou sur les bureaux? Il y a un truc qui te vient en tête qu'on a pu oublier? Je pense aussi qu'à distance, on se lasse vite des activités. Donc, il faut tester de nouvelles choses. Comme je disais, là, on va peut-être essayer de faire des petits jeux ensemble en ligne. Donc, quand ça devient trop une routine ou une contrainte, on s'en lasse, on n'a plus envie. Donc, il faut tout le temps chercher un peu des petites idées, mais il suffit de peu. Ça peut être juste un petit jeu qu'on fait ensemble qui peut rebooster un peu le mood. Ouais, moi, avec mon équipe, ce qu'on fait, c'est que toutes les 2 semaines, on se réunit. Ça s'appelle la rétrospective. Et en fait, on se réunit, on discute des 2 dernières semaines, les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont mal passées, les choses où on peut s'améliorer. Donc, c'est vraiment un cadre d'échange où chacun peut poser des idées. Du coup, on utilise Miro. C'est un outil où on pose des post-it. Et là, cette année, il y a un truc que j'ai testé, c'est que pendant 2 ans, c'était moi qui animais ça. Donc, je crée les idées, je crée parce qu'à chaque fois, à chaque rituel, je changeais le format justement parce que pour éviter que les gens se lassent. Là, cette année, j'ai délégué. Je continue à accompagner, mais justement, à chaque fois, c'est une personne différente de l'équipe qui a une idée de ce qu'on appelle un icebreaker pour introduire la réunion et un peu générer les idées. Et à chaque fois, bah, chacun utilise un thème différent. La semaine dernière, on avait quelqu'un qui a fait une thème sur le Seigneur des Anneaux, d'autres sur Star Wars, d'autres sur Pokémon. Et oui, donc à chaque fois, il y a quelqu'un de l'équipe qui s'occupe justement de changer le format. Donc ouais, parce que ça peut aussi lasser. Mm. Et je pense que ça, c'est important aussi, de faire participer tout le monde. Parce que si c'est toujours le manager qui doit apporter des idées, animer, etc.,
même ça devient lourd et on est Ouais, plus impliqué, je pense, aux équipes. Si c'est leur idée, si c'est leur bébé, ils mais sont c'est plus tout à impliqués, fait ils ça, apprécient Elisabeth. plus. C'est que moi, les gens d'équipe, ils me voient, hein, je suis Scrum Master, donc j'anime l'équipe et apparemment je le fais bien, merci à eux. Mais moi, à chaque fois, on va se dire les choses. Je suis épaté à chaque fois des idées et des choses qu'ils lancent, et même la plupart du temps, c'est meilleur que moi, hein. J'espère qu'ils écouteront pas le podcast, mais des fois, ils mettent en place des idées et je trouve ça super créatif et c'est meilleur que moi. Enfin, et c'est incroyable. Et justement, ils le partagent avec l'équipe. Donc, ok, génial. Bah, écoute, Elisabeth, on va passer à la dernière partie du podcast. Ok. Généralement, c'est la partie un peu plus préférée des auditeurs. Donc, je vais te poser un peu des questions un peu perso. Généralement, je ne coince jamais les gens, mais voilà, on va y aller. Bah, justement, Elisabeth, si une journée fait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je ne ferai rien, qu'on ne prend pas assez de temps pour rien faire dans nos journées, parce qu'on a tellement de choses à faire. J'aimerais juste me poser dans mon jardin, lire un livre, écrire un peu et me reposer. Ah bah là, Elisabeth, tu me tends la perche sur écrire, hein. Les gens, ils le savent pas, hein. Mais ouais, t'es super connu en fait sur LinkedIn. Dans le sens où t'es peut-être pas dans le classement Favicom, d'ailleurs, c'est une honte. Non, mais à chaque fois que je lis tes posts, c'est incroyable, ça a tellement de valeur et en plus, ça génère tellement d'interactions. Donc, ma question va être en deux parties, hein. Déjà, toi, en tant que chef d'entreprise, pourquoi tu postes sur LinkedIn? Je me pose souvent la question, qu'est-ce que je fous là? D'un côté, c'est difficile, parce que se mettre en avant, prendre la parole, etc., ça fait peur. Parfois, il y a des gens qui viennent me pourrir mon post dans les commentaires, donc ça fait un peu mal parfois. Mais d'un autre côté, c'est libérateur, parce que en tant que chef d'entreprise, on est souvent très seul. Et le fait de prendre la parole et parler des sujets qui nous tiennent à cœur, on voit qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui viennent et qui disent ah oui, moi aussi j'ai vécu ça. Et ça m'a permis surtout de créer un réseau en off où j'échange avec des personnes en message et puis on fait des petits cafés virtuels, etc. Donc ça m'a beaucoup apporté comme ça, je dirais. Des échanges, des rencontres avec des personnes. Ça m'a sorti un peu de cette solitude de l'entrepreneur. Ouais. Tu sais ce que dit Naval Ravikant? C'est un entrepreneur super connu aux États-Unis, hein. C'est bah, quand tu postes sur Internet, t'écris pour des gens que t'as pas encore rencontrés. Et c'est surpuissant. Mais toi, Elisabeth, je vais pas te lâcher, hein. Parce que oui, tu postes sur LinkedIn, mais toi, t'as pas 50 likes ou 100 likes. Des fois, t'as 30 000 likes, t'as 450 commentaires. Mais c'est fou, enfin. C'est quoi ton secret, en fait, pour que les gens interagissent? Alors, déjà, dans un premier temps, je me suis beaucoup formée sur le sujet. Donc, j'ai suivi des accompagnements, des bootcamps, dont le bootcamp de Thibaut, par exemple. C'est un créateur que je suis de près, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je m'inspire aussi de personnes comme lui, aussi de Nina Ramen, par exemple. Donc ça, on va dire qu'il y avait tout un travail en amont et que, comme la plupart des personnes, mon premier post sur LinkedIn, c'était probablement un partage d'un article, je sais pas quoi, il y a des années avec un like qui était ma mère, je sais pas. Donc on commence tout par ça en fait, on commence tout par ce petit post avec peu de vues, etc. Sinon, je pense que sur les réseaux sociaux, de façon générale, on a l'habitude de voir tout le temps les réussites de tout le monde. Même si on ne veut pas être touché par ça et même si on est content pour la personne, on dit ah oui, c'est super, regarde ce qu'il a fait, il a fait ça comme chiffre d'affaires. Tu scrolles, ah super, regarde ce truc qu'elle a fait, c'est top. Tu scrolles, ah ça aussi, c'est super. Genre même si tu es content pour toutes ces personnes, au bout d'un moment, à force de voir toutes les réussites de tout le monde, tu dis bah en fait moi, je ne fais rien d'exceptionnel. Je suis qu'une une petite rien. Qu'est-ce que je fous là? Du coup, je pense que le fait de partager mes difficultés
ça parle aux gens. Parce qu'on vit tous des moments difficiles et je ne cherche pas à les cacher. Je suis pas négative non plus, genre je suis optimiste à 2000%, mais parfois c'est je m'en veux pour ça, pour cet optimisme que je ne peux pas lâcher. Mais je partage quand même les difficultés de maman, de personnes, tout court, de chefs d'entreprise, etc. Et ça parle aux gens. Ça parle aux gens et tu citais Nina Ramen et Thibault, lui, t'es des postes où tu les dépasses. Hein. En fait, je vais te dire la vérité. Hein. Je discute souvent justement avec Thibault. Hein. C'est celui qui a créé le bootcamp que tu as suivi et moi aussi, hein, pour pouvoir justement vaincre nos croyances limitantes pour poster sur les réseaux sociaux et ne pas passer pour un clown. Et lui, ce qu'il m'avait dit, Elisabeth Doyle, je te le dis, hein, c'était un feedback, vraiment, il m'a dit, Elisabeth, elle a un potentiel de fou. Hein. Elle a vraiment quelque chose en plus. Et ça se sent dans ses écrits. Hein. Pour te donner un exemple, moi j'avais vu un de tes posts, tu parlais de ta grossesse. Justement, tu parlais de vulnérabilité et aussi des problèmes. Et ouais, ce post-là, en fait, il a explosé parce que en fait, tu partageais tes peurs et tes craintes. Et c'est ça, je pense, qui a touché les gens. Et alors, aux réseaux sociaux, comme tu dis, tout le monde est beau, tout le monde gagne au-dessus du SMIC LinkedIn, tout le monde fait des levées de fonds. En fait, ouais, ça fait du bien en fait d'entendre des choses un peu réelles en fait du quotidien et d'être vulnérable. Donc ouais. En tout cas pour le chef d'entreprise, bravo parce que je pense que tu montes la voie. Je pense que y a beaucoup de personnes qui pourraient s'inspirer de ça. Mais ce que je trouve difficile, c'est de rester régulier. Donc Thibaut, oui, par exemple, il me disait, mais si t'es régulière, en fait, t'aurais 100 000 followers, mais j'ai des périodes de pause où j'ai plus envie, je veux pas me forcer, ça prend du temps quand même, ça prend de l'énergie, et que quand on est très actif sur les réseaux, on tombe forcément dans le scroll. C'est vraiment difficile de ne pas retomber dans ce truc et de devenir un peu addict aux réseaux sociaux. Et j'aime pas ça. J'aime pas me retrouver dans ces moments où je suis tout le temps en train de regarder mon téléphone, de voir est-ce que j'ai des likes, j'ai des commentaires. Quand je tombe dedans, je me dis oh stop, il faut un petit break parce que voilà, revenons à la vraie vie et laissons un peu de côté ce truc-là. Écoute, j'ai peur de te faire un conseil non sollicité, hein, mais franchement, lance une formation LinkedIn et mais dans une autre perspective, tu vois, dans le sens où comment ne pas de tomber justement dans la dopamine qui est pas bonne et qui vont se détacher des réseaux sociaux. Mais pour terminer, moi je pense que c'est super important d'écrire. D'ailleurs, depuis que Thibaut m'a pas lâché, il m'a dit comme toi, hein, il m'a dit poste tous les jours. Je dis, moi je sais ce qui marche pour moi, tous les jours, j'y arriverai pas. La charge mentale elle est trop forte. Et je suis comme toi, moi je suis un gamer. C'est sûr que je vais tomber dans la course des likes et tout. Et du coup, je suis pas tombé là-dedans. Mais par contre, comme j'ai peur de Thibaut, je poste toutes les semaines. Je me suis jamais arrêté depuis 8 mois et je vais continuer. Si je peux poster 2 ou 3 fois par semaine, je le fais, mais au moins une fois par semaine parce que je lâche pas. Je lâche pas parce que comme tu l'as dit, du coup ça m'a aidé à justement rencontrer des personnes qui pensaient un peu comme moi, mais qui sont ils ont des métiers différents et même qui peuvent habiter en Italie comme toi. Et c'est fou, ça te fait des belles rencontres et ça t'apprend beaucoup. Hein. Mais le fait d'écrire aussi, je pense que de toute façon, quand on lit tous tes posts, ça fait un peu de thérapie en fait. Ça fait un peu de thérapie et un peu développement personnel. Bah, c'est ça l'écriture pour moi. Ça a toujours été depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours eu mes petits carnets, mes petits journaux intimes et ça a toujours été une passion pour moi. Parfois, je fais des breaks aussi parce que j'ai besoin de revenir à l'essentiel et dire que j'écris pour moi et pas pour des likes. Ouais, par contre, t'écris pour toi, mais tu racontes pas ta vie. Enfin, tu racontes ton expérience de vie, mais pour que le lecteur, ça a de la valeur pour eux, en fait. C'est ça aussi, parce que on a tendance à penser, moi au début, ok, je sais pas quoi dire sur LinkedIn, je vais raconter ma vie, et puis c'est bon. Les gens, ils s'en foutent de ce que tu fais. Hein. Par contre, ils s'en foutent pas pourquoi tu l'as fait. Et ouais, si ça a de la valeur pour le lecteur, qu'il puisse se projeter, c'est super important, les partages d'expérience. Mais ok, tu nous as toujours pas donné le secret pour casser LinkedIn, mais tu feras une formation, hein, Elisabeth.
Comme ça, on paiera. Stay tuned. Et ok, j'ai 2 dernières questions, parce que l'heure tourne. Si tu devais faire un autre métier, tu ferais quoi? Rien au monde, en fait. Je veux enseigner depuis que je suis toute petite. Donc, je ferai forcément un métier qui a un lien avec la formation, la transmission, peut-être du coaching ou quelque chose comme ça, mais il y aura toujours un lien avec l'apprentissage. D'accord. Dernière question. Bah, t'es né aux États-Unis, t'as monté ta boîte en France, là t'habites d'un autre pays d'Europe. C'est quoi la prochaine destination? Écoute, si tu m'aurais posé cette question il y a quelques années, j'aurais dit, mais jamais de la vie, je change de pays encore une fois. Ça a été assez difficile déjà de venir en France. Je vais pas aller ailleurs. Mais ma vie a décidé autrement et je suis aujourd'hui en Italie. Du coup, je suis obligée de dire, never say never, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si un jour on a envie, l'opportunité, une raison d'aller dans un autre pays, peut-être qu'on le fera. On verra bien, mais j'ai pas de j'ai pas de projet aujourd'hui. On vient juste de rénover notre maison en plus, donc on va rester un petit peu et puis on verra quoi. D'accord. Bah, merci Elisabeth. Le podcast va se terminer maintenant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Elisabeth? Sur LinkedIn, si vous voulez, même si je fais ma petite pause de poste, mais je suis là quand même par message. Sinon, principalement là. Hein. Sur Instagram, c'est plus ma petite vie de famille. C'est pas du tout pour le travail. Ou sinon, voilà, sur le site d'Aves, vous pouvez me contacter par mail avec plaisir. Eh bien, ça marche, Elisabeth. Merci d'être venue. J'ai passé un super moment et je pense que nos auditeurs et nos auditrices vont kiffer. Merci à toi. Merci, Elisabeth. Et tu repasseras, hein, parce que j'ai plein de choses à partager avec toi et que j'ai envie de te demander, mais ce sera pour un prochain épisode. Ok, to be continued. Merci, Elisabeth. Merci à toi. Ciao. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.